Bonjour docteur Viviane Chetrit-Vatine. Je suis très heureux de vous rencontrer ici à Montréal et très heureux que vous ayez accepté notre proposition de faire cette entrevue pour la revue Filigrane ce matin avec nous. Docteur Chetrit-Vatine, vous êtes d'Israël. Vous êtes psychanalyste, vous êtes membre de la Société psychanalytique d'Israël, membre de l'Institut psychanalytique d'Israël. Vous faites de la formation, donc vous faites aussi du travail clinique à Jérusalem et à Tel Aviv, de l'enseignement. Vous êtes également chercheur associé au CRPMS, le Centre de recherche psychanalyse, médecine et société à l'Université d'Hydro-Paris. Vous êtes auteur de plusieurs articles, entre autres dans la Revue française de psychanalyse, et vous êtes également auteur d'un livre paru en 2012 aux presses universitaires de France, La séduction éthique de la situation analytique, aux origines féminines maternelles de la responsabilité pour l'autre. Et nous vous invitons à nous en parler aujourd'hui. Voilà un titre qui parle de séduction éthique, de responsabilité pour l'autre et de ses origines féminines maternelles. Un titre qui annonce déjà une très grande richesse de la pensée au sujet de la situation analytique. Un livre qui nous interpelle car nous plonge au cœur de la rencontre interhumaine dans la pratique de la psychanalyse. À cet effet, vous soulevez une question fondamentale, et je vous cite, « Comment la psychanalyse peut-elle encore se permettre de ne pas donner toute sa place à la dimension de la rencontre interhumaine et ne pas prendre en compte sérieusement que c'est bien au cœur de cette rencontre qu'elle se pratique ?» Alors voilà, docteur Vatine, j'aimerais bien que vous nous en parliez de tout ça, peut-être en commençant votre parcours. Comment vous êtes arrivé à faire ce travail qui est une richesse colossale et qui, moi, m'a beaucoup interpellé, ça a résonné beaucoup sur le plan clinique, dans le travail clinique. À vous la parole. Je vais vous dire, dans les années 90, 91, on a créé à Jérusalem une maison verte. Une maison verte, c'était un projet qui avait été inventé par Françoise Dolto. Et Françoise Dolto, vous devez sûrement la connaître trop bien ici, avait mis l'accent, a toujours mis l'accent sur la relation à l'autre comme une relation à un sujet. Alors c'est vrai qu'elle était d'inspiration lacanienne, et d'un autre côté, il y avait chez elle quelque chose qui avait vraiment à faire avec de l'interhumain. On a créé ce cadre-là, où on rencontrait des tout petits enfants, accompagnés ou de parents ou de tout adulte s'occupant d'eux. Et le travail était d'être en présence et s'adresser à eux comme sujet. À eux, je parle même des tout petits bébés, et bien évidemment des parents ou des personnes qui accompagnaient. Donc pour moi, depuis très très longtemps, toute la question de la relation psychanalytique et investie dans une relation interhumaine, ça a toujours été quelque chose de très prégnant chez moi, comme ça. Donc Dolto, c'était la possibilité de pouvoir parler psychanalyse et d'en parler de cette manière-là. Ça, c'était dans les années 90. C'est évidemment relié à mon histoire personnelle, évidemment relié à qu'est-ce que c'est l'interhumain depuis que je suis toute petite. C'est quelque chose qui était là, très, très, très présent chez moi, comme ça. Je peux vous donner peut-être même encore une petite vignette comme ça. La première fois que j'ai eu affaire avec de la psychanalyse, j'avais 4 ans et demi. Mes parents m'ont envoyé parce que j'étais agressive par rapport à un petit frère qui venait de naître chez un couple et qui avait apparemment une perspective psychanalytique mais qui fonctionnait en couple. Bref, j'ai eu 3 séances. La 3e séance m'est restée gravée tout à fait dans la tête.
Il s'agissait d'avoir une baignoire et une petite poupée qu'il fallait mettre dans la baignoire. Et puis l'eau a commencé à couler parce que je rentrais le bébé un petit peu profondément dans la baignoire. L'eau coulait sur un parquet tout à fait verni. J'étais fort inquiète. Et à la maison, si l'eau coulait sur un parquet de cet ordre-là, c'était pas du tout le genre. Je relève la tête et je vois une femme. C'était la femme qui était la thérapeute au même moment, comme ça, qui me regarde avec un sourire merveilleux et tout. Cette image-là m'est restée gravée très 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 fort. Les parents considéraient que ce couple était complètement fou. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment on se comporte avec une petite fille? Ils m'ont enlevée. Et c'est comme j'ai arrêté. Donc au bout de 3 séances, ce fut toute l'histoire. C'est resté certainement comme l'histoire des fraises qu'on enlève et puis dont on rêve ensuite, etc. C'est resté quelque part quelque chose de très premier. Et encore une fois, ce sourire, cette rencontre, cette capacité d'exprimer, en fait, quand j'étais petite, cette espèce de pulsionalité comme ça, et puis d'être accueillie, certainement quelque chose de cet ordre-là s'est gravé comme ça. C'est vraiment la première image de la relation avec quelque chose de, encore une fois, qui a affaire à de l'interhumain, et en même temps avec une signification. C'était très clair que ce que j'étais en train de faire, c'était interprété en même temps et tout ça. Voilà. Donc c'est resté très très gravé comme ça. Ça c'est l'origine de tout ça, lointaine. Vous avez connu le cœur de la rencontre interhumaine. Exactement. À ce moment-là. Ouais. Ok, ceci après, voilà. Bon, après, toute la question de séduction et responsabilité, j'en parle dans l'épilogue. Ça a à voir évidemment aussi avec mon père, la relation à mon père, qui était quelqu'un à la fois de fort séducteur et en même temps avec une position éthique évidente qui passait par la responsabilité pour l'autre. C'était quelqu'un de très engagé et qui a été pour moi une figure d'identification très importante comme ça. Ce qui m'a intéressé, c'est que j'ai réalisé, tout ça, ça a été conçu après sa mort. Il est mort en 92. Et ce que j'ai réalisé, c'est que, en vérité, cette position-là, de responsabilité très forte, dont il parlait très très souvent, avait été pour lui de l'ordre de l'identification à sa mère. Donc toute cette question de d'où vient cette capacité, combien est-ce qu'elle a à faire avec du vrai maternel, ou bien est-ce qu'elle est dans les identifications, ça peut être soit quelque chose qui est vécu et comment dire, mis en acte par des hommes tout autant par des femmes. J'ai réalisé que cet aspect-là, mon père l'avait hérité, ou par identification à sa mère, a fait passer ces valeurs-là. Or, c'était quelqu'un qui, en même temps, d'une manière officielle, promulguait la loi. Alors, c'était très important, il représentait la loi dans la maison, etc. Mais en vérité, ce qui est passé très profondément, c'est pas quelque chose de l'ordre de la loi, c'est quelque chose de l'ordre de l'éthique, et d'éthique comme responsabilité et comme rencontre, encore une fois. Et ça, encore une fois, c'est tout en travaillant la thèse en question, je savais que séduction et éthique, ça avait à voir avec lui, mais les origines féminines maternelles de cette capacité-là, j'ai réalisé combien c'est passé par une prise de conscience de ce qu'il avait lui motivé finalement. Voilà. Ça c'est vite, hein. Un parcours qui remonte à 4 ans et demi. Oui, voilà, exactement. Oui. Alors, donc, la séduction éthique, la situation analytique. Comment ça se passe maintenant dans la situation analytique? Dans la situation analytique. Ce que j'essaie de faire passer là, à part tous les élaborations théoriques, on y reviendra peut-être, c'est que comment ça se joue dans la rencontre analytique, en particulier au moment de l'offre d'analyse, puis on peut le voir dans le cadre du processus lui-même, dans des moments d'impasse en particulier. Tout ce qui se joue autour du cadre aussi, on peut voir ça se mettre en... On le voit, on peut le prendre, on peut le toucher, disons.
J'ai apporté dans la troisième partie là, un certain nombre d'exemples cliniques où, encore une fois, on voit comment, par exemple, l'offre d'analyse est en fait l'offre d'un analyste ou d'une analyste. C'est pas une offre, sans personne derrière. C'est une offre humanisée d'avance. Cette offre-là, elle est nécessairement vécue par l'analysant potentiel comme une séduction, au sens où on lui demande de dire tout ce qu'il a en tête, qu'il peut avoir la possibilité de dans une relation super intime dès le départ, avec en fait quelqu'un de tout à fait étranger. Et c'est en même temps quelque chose qui est extrêmement captivant, qui demande ou qui ne veut pas avoir ce type de relation. D'un autre côté, chez des patients qui ont été éventuellement traumatisés, séduits d'une manière traumatique, etc., cette offre-là peut être vécue comme une réédition de cette traumatisation. Qu'est-ce qu'il me veut? Et une position paranoïde peut s'exprimer, etc. Donc de toute façon, d'une manière ou d'une autre, cette dimension de séduction apparaît au moment de l'offre d'analyse. Je pense qu'il y a quelque chose, par exemple, chez les candidats qui doivent vivre ça très très fortement, parce qu'ils cherchent des analyses, ils passent souvent de psychothérapie à psychanalyse. Ce saut-là, qu'est-ce qu'il représente? Qu'est-ce qu'ils font passer à leurs patients à ce moment-là, et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Alors chez certains patients, ça déclenche effectivement une position analytique, une capacité d'analyser, etc. Chez d'autres, ça crée des troubles terribles. Donc enfin, encore une fois, je pense que l'importance, par exemple au moment de l'offre de l'analyse, de réaliser l'aspect séducteur de cette offre même, et le fait que l'analyste incite un transfert. Ça, c'est quelque chose que j'ai pris de la planche, qui exprime très très clairement que le transfert, c'est quelque chose qui est incité par l'analyste lui-même et par la situation analytique. Maintenant, ce que j'ai essayé d'apporter par rapport à la planche, c'est qu'au même moment où on incite une espèce de mise en vie renouvelée, disons, de la séduction originaire, qui a été la séduction première de l'enfant venant au monde et rencontrant un monde adulte, nécessairement doué de sexualité adulte, mais nécessairement traversé aussi par un inconscient, par définition sexuelle, par définition laplanchienne en tout cas, il rencontre parallèlement ou en même temps et simultanément un monde adulte qui est nécessairement mobilisé au niveau de sa responsabilité par rapport à lui. Au même moment, dans la situation analytique, se réactualise un transfert de séduction originaire, mais en même temps ce que j'ai appelé un transfert d'espace matriciel. C'est-à-dire un transfert où le patient nécessairement attend que quelqu'un, l'analyste en l'occurrence, prenne complète responsabilité par rapport à lui. On a pu penser que cet aspect-là, l'attente de la part des analysants, qu'on s'occupe d'eux, qu'on les prenne en charge, etc., était quelque chose de l'ordre de quelque chose de régressif, disons, auquel il n'était pas question d'y répondre. Or, ma position est que la question de répondre, ça ne veut pas dire autant qu'on n'est pas responsif. C'est-à-dire on peut ne pas répondre et en même temps être tout à fait interpellé par ce qui s'exprime à ce moment-là et par ce qui est évoqué à ce moment-là. Et je pense que cette interpellation, aujourd'hui j'appelle ça un saisissement. Il y a un saisissement éthique qui se passe, en principe, chez l'analyste, dans la rencontre avec un nouveau patient par exemple, et qui suscite et qui incite d'autant ce transfert d'espace matriciel. Je dis encore une fois transfert, alors que ce n'est pas nécessairement quelque chose qui s'est passé au départ de la vie de cette même personne. Mais c'est quelque chose avec lequel l'enfant, en principe, pas qu'en principe, vient au monde avec cette attente-là. Freud a parlé il y a très très longtemps d'attente croyante. Et on a parlé... J'allais vous en parler. Voilà,
très très longtemps. Je suis content que vous Mais mentionniez ça. en vérité, il y a quelque chose dans cette attente croyante qui correspond, à mon avis, à une attente d'ordre de self-conservation, d'autoconservation, et qui, encore une fois, nécessairement se réactualise quand il y a offre d'analyse. Voilà, alors l'idée, encore une fois, de séduction, mais séduction éthique, en tant qu'éthique comme responsabilité pour l'autre, à mon avis, c'est quelque chose qui est combiné et qui est impliqué dans la situation éthique, d'autant que je considère que l'analyste lui-même en fait partie intégrante. C'est-à-dire on ne peut pas parler de situation analytique sans parler de l'implication nécessaire de l'analyste à l'intérieur de cette situation. Voilà, c'est à peu près, je ne sais pas si je suis assez claire. D'ailleurs, vous distinguez très clairement les trois types de transferts, le transfert classique, le transfert séduction originaire, et vous introduisez le transfert d'espace matriciel. Et vous dites que le transfert de l'espace matriciel, bon, d'un côté, et le thérapeute, le psychanalyste est interpellé là-dedans, de par le fait de la séduction originaire qui provoque un état de désaide chez l'enfant ou chez le patient, ce désaide-là nous est renvoyé, on est porteur d'un désaide aussi, et vous dites qu'à ce moment-là, on est interpellé dans le transfert d'espace matriciel qui s'impose, dans une attente de porter, d'accueillir le désaide de l'enfant, du patient. Alors, ce que je veux surtout insister, c'est la chose suivante. Effectivement, dans mon livre, ça apparaît comme ça. À la réflexion un peu plus développée, j'ai une question par rapport à ça. Monique Schneider a écrit un livre qui s'appelle Aux origines de l'éthique, la détresse. Donc elle parle du désaide en question. Tout à fait. Lévinas considère que cette interpellation de l'autre par rapport au sujet éthique est une interpellation qui trouve le sujet éthique en situation de bien-être et le dérange dans son bien-être. Ok. Je pense qu'on parle de la même chose ici, c'est-à-dire, je ne suis pas convaincue que ce qui nous active, c'est nécessairement l'identification avec la détresse. Il y a quelque chose dans la rencontre à l'autre qui me mobilise. L'aspect détresse de cet autre, c'est une partie peut-être de cette mobilisation, mais ce n'est pas toute l'histoire. Il y a quelque chose dans la rencontre à l'autre, qui est rencontre avec l'humain, qui est rencontre avec quelque chose qui me dépasse quelque part, qui m'interpelle et qui me déstabilise dans mon bien-être courant. C'est de ça que parle Lévinas. Au ce sens-là, je ne voudrais pas réduire la mobilisation et de l'analyste et de sujets éthiques par rapport à l'humain à une identification, disons, ou une empathie à sa détresse. C'est pas que cette histoire-là. C'est pas que de ça qu'il s'agit. Je pense que quand je reprends, j'ai utilisé un petit peu Hans Jonas, qui considère qu'il a écrit un bouquin qui s'appelle Le principe responsabilité. Hans Jonas, il avait une position plutôt sociologique, mais il y a un des chapitres auxquels je me réfère où il dit que la situation de responsabilité primordiale, on la rencontre dans la rencontre avec le nouveau-né. Alors c'est vrai, le nouveau-né en question, on ne peut pas le laisser sans s'occuper de lui. Il a besoin d'un environnement adulte pour pouvoir grandir et pour pouvoir vivre. Et il y a quelque chose qui nécessairement interpelle un humain qui voit un petit bébé à venir à prendre responsabilité par rapport à lui. Est-ce que c'est parce qu'il vit l'enfant en détresse, ou est-ce que il y a quelque chose dans cette espèce d'humanité tout à fait première, comme ça, qui a nécessairement besoin de l'autre, qui mobilise à ce moment-là, et qui vient me déstabiliser dans ma tranquillité. Alors encore une fois, je ne suis pas complètement tranquille avec le fait que ce qui nous mobilise, c'est la détresse de nos patients. C'est en partie vrai, mais ce n'est pas que ça. Il y a quelque chose dans cette espèce d'étrangèreté
que nous rencontrons quand on a par exemple un nouveau patient, ou même à chaque nouvelle session en vérité, Tout à fait. qui nous déstabilise dans notre tranquillité et qui nous saisit quelque part. Et ensuite quelque chose se transforme, que j'appelle une transformation en position matricielle, où à ce moment-là on est en position d'écoute, d'accueil et de responsabilité par rapport au patient. Voilà. Donc je parle à la fois de peut-être quelque chose de l'ordre de la détresse, mais pas que de ça. Et voilà, quelque chose qui nous dépasserait en tant que rencontre du visage de l'autre, de cet autre qui est autre que moi-même et qui reste humain et qui est humain. Quelque chose qui ne laisse pas tranquille. Vous parlez d'ailleurs de la passion psychanalytique, la passion de l'analyste. De l'analyste, oui, la passion de l'analyste. Ouais. La passion, et vous associez ça à la passion parentale. Ok. Alors là, la question de la passion, je l'ai, comment dire, moi ce qui m'est important de faire passer, et en ce sens-là, je ne suis pas la Planchienne, et en ce sens-là, je ne suis pas non plus Lévinassienne, et comme je l'ai écrit, enfin, la rencontre entre et la Planche et Lévinas, c'est pas une rencontre consensuelle. C'est pas ils se seraient rencontrés ou ils liraient ce que j'ai écrit, ils seraient sans doute pas contents ni l'un ni l'autre. Forte chance. Parce que ce que j'amène, et avec lequel la Planche c'était pas son truc, c'était toute la question de l'affect de l'analyste. Et je parle en termes de responsabilité affectée. Et que, or la Planche, c'est pas du tout sa direction. Pourquoi? Parce que je pense qu'on a affaire aujourd'hui, en tout cas c'est plus évident, que les patients qui viennent nous demander de les prendre en cure analytique sont des personnes qui ont des vrais problèmes en général au niveau de leur identité, au niveau de leur combien ils ont eux-mêmes une espèce d'axe intérieur qui leur permet de fonctionner et de vivre. On trouve ça beaucoup. Alors il y a des problématiques narcissiques, des problématiques borderline, c'est vrai, on a tous les mêmes genres de patients aujourd'hui. Et que c'est clair aussi que pour que quelque chose puisse se passer, il y a besoin d'une présence affectée de la part de l'analyste. C'est-à-dire, c'est des personnes qui très souvent ont manqué justement d'une expérience de cet ordre-là, qui ont été soit avec des parents trop aimants, parce qu'en fait trop narcissiques et pas suffisamment capables de voir l'enfant pour là où il était. Donc dans ce trop, il y a quelque chose qu'on doit arriver à défaire, à assouplir, à adoucir, à diluer, ou des gens qui ont manqué, ça revient finalement au même, qu'il y ait du trop, qu'il y ait du manque, il y a toujours du trop à l'intérieur, mais encore une fois et paradoxalement, pour que quelque chose puisse se passer, il faut que l'analyste soit affecté. C'est-à-dire, si l'analyste est en situation de neutralité froide, disons, il y a une espèce en général un vécu de retraumatisation, c'est ça qui se passe, et à nouveau il y a un effet de trop et d'excès qui va provoquer rage et tout ce qu'on veut, etc. Il y a des tas de gens qui ne peuvent pas aujourd'hui tenir en analyse avec des thérapeutes de cet ordre-là. Donc moi j'insiste beaucoup, et ça je suis dans la ligne de René Roussillon, qui parle de l'importance de l'affect pour pouvoir permettre finalement un processus de symbolisation et un processus d'appropriation subjective. Et encore une fois, c'est un aspect qui a été longtemps négligé. Et Jean-Luc Donnet, qui est un psychanalyste fort connu, qui s'est occupé justement beaucoup de situations analytiques, situations analysantes, divan tempéré, etc., aujourd'hui parle en termes de neutralité engagée. Donc on retrouve à peu près la même idée. Et moi j'insiste sur l'idée de responsabilité affectée, asymétrique et affectée. Voilà. On n'a pas parlé d'asymétrie, mais je pense que ça vaudrait le coup qu'on en parle un petit peu. Allez-y. Voilà, parce qu'en fait, c'est le départ de ma réflexion, disons à un niveau plus théorique, au-delà de toutes les motivations plus profondes dont j'ai pu parler avant, là, et plus personnelles. J'étais préoccupée à trouver un soubassement théorique au fait que nous sommes, en tant qu'analyste, dans une relation asymétrique par rapport à nos patients. Situation qui longtemps a pu être pensée en termes de pouvoir. Toute l'école, disons, intersubjective, relationnelle, etc., américaine,
a commencé à discuter beaucoup cet aspect-là, pour des raisons aussi politiques. Qu'est-ce que c'est que cette asymétrie, et qu'est-ce que c'est que ces effets de pouvoir, Et moi, ce qui m'intéressait, j'étais profondément convaincue de l'importance de cette asymétrie pour qu'un processus puisse s'établir et se développer, et en même temps, comment, encore une fois, le fonder théoriquement, pas dans l'ordre du pouvoir, et d'un autre ordre. Et quand j'ai commencé à m'intéresser à Lévinas, je parle encore une fois des années 90, c'est beaucoup d'années, un intérêt qui m'a donné une espèce d'ouverture et de respiration alors que j'étais en formation psychanalytique. Ce qui m'a intéressé chez Lévinas, c'est qu'il insistait énormément sur l'aspect asymétrique de cette responsabilité pour l'autre. Et quand je suis arrivée en fin de cursus, j'ai commenté justement cet aspect-là à partir d'un travail avec cette petite fille dont je parle d'ailleurs dans mon bouquin, où je me suis rendu compte que quelque chose s'était passé et qui a permis l'évolution et sa transformation du fait d'interventions qu'à mon avis elle a vécues comme relevant de cette asymétrie responsable par rapport à elle. Ok. Alors ça, c'était un élément théorique possible de cette asymétrie. Et puis, dans les années 98, nous avons eu une rencontre avec des analystes venant d'Europe, et on parlait du Babel des langues en psychanalyse. Et à un moment donné, j'ai cité Lévinas parce que j'étais déjà occupée avec lui, et la relation asymétrique, etc., etc. Et alors, Henri Vermorel, qui est un psychanalyste que j'aime beaucoup, beaucoup, et qui est d'origine lyonnaise, qui s'est intéressé beaucoup à Romain Rolland et aux relations de Freud avec Romain Rolland. Il a écrit un superbe bouquin avec sa femme là-dessus, qui est une référence tout à fait mondiale. Bref, Henri Vermorel me dit « Est-ce que tu connais Laplanche ?» Alors je lui dis « Bon, je connais le vocabulaire de psychanalyse, Laplanche est pontaliste. » Il dit « Non, Laplanche, il a mis au point toute une théorie sur la relation asymétrique de séduction originaire, des parents à l'enfant. Il a parlé de situation anthropologique fondamentale. Je t'enverrai son bouquin. » Et alors il m'a envoyé 15 jours plus tard les nouveaux fondements pour la psychanalyse, et j'ai commencé à lire ça. Je dis, c'est pas possible, parce que ce que j'avais trouvé, c'était vraiment un paradigme, c'était ce paradigme-là, c'est-à-dire que je pouvais combiner et la symétrie de la séduction originaire et la symétrie de la responsabilité à l'autre, comme quelque chose qui se passait dès le départ de la vie et qui était réactualisé en situation analytique. Et ça venait confirmer le fait que oui, c'est adéquat d'être en situation asymétrique, pas pour des raisons de pouvoir, mais pour ces deux raisons-là. Un petit peu. Donc, comme vous dites, la symétrie, ça commence au début de la vie. Ça nous amène aux origines maternelles. Aux origines féminines maternelles. D'accord. Alors en parler. J'aimerais bien qu'on en parle du maternel. De quel maternel on parle? De quel maternel on parle? De quel féminin? Je vais vous dire comment je suis partie là-dessus. Dans Autrement qu'être et au-delà de l'essence, Lévinas développe cette idée de responsabilité asymétrique pour l'autre. Cette idée de responsabilité asymétrique pour l'autre, il en parle déjà à la fin de son livre qui s'appelle Totalité et Infini, dans les derniers chapitres. Il reprendra ça dans son bouquin d'après, et il décline cette responsabilité pour l'autre en différents termes, ou en différents non-concepts, comme il appelle. Il parle en termes de proximité, il parle en termes de vulnérabilité, il parle en termes d'éveil éthique, il parle en termes aussi de maternité. Je regarde une petite note qui se trouve dans le bouquin qui s'appelle L'humanisme de l'autre homme. Il y a marqué en bas, maternité, en hébreu c'est rechem, et rechem est la racine en hébreu du terme rachamim, qui veut dire miséricorde, compassion, etc. Au pluriel d'ailleurs. Rachamim, c'est au pluriel. On retrouve exactement la même origine chez les islamiques. Il y a l'idée de Dieu Rahman,
on l'appelle Rahman. Rahman, c'est le Dieu miséricordieux. Et ça vient du terme Rechem. Et Rechem, c'est utérus. Okay. Donc, Lévinas dit la responsabilité pour l'autre a quelque chose à voir avec l'utérus, avec le maternel, avec le Rechem. Il n'en dit pas beaucoup plus. Il dit juste encore une autre petite phrase. Il dit dans la rencontre à l'autre, je fais de la place dans mes entrailles, je suis éventuellement, esquinté, abîmé dans mes entrailles. Donc il prend cette métaphore du maternel et de l'utérus pour parler en termes de responsabilité pour l'autre. Une auteure s'est intéressée à cette question, dont je parle beaucoup dans mon livre. Elle s'appelle Bracha Ettinger, et elle a été interrogée Lévinas, elle a parlé avec lui par rapport justement à sa position, combien, quand il parle de responsabilité pour d'autres, il parle de maternelle, est-ce qu'il parle d'un maternel même intra-utérin, etc., etc. Elle a toute eu une discussion là-dessus avec lui. Ok, j'en parle un petit peu. Donc, à partir de ça, cette idée d'accueil, cette idée de réceptivité, je me suis dit, ok, il y a à voir certainement avec du maternel. Pourquoi je dis féminin maternel? Parce que chez Lévinas, comme chez d'autres, Freud en particulier, et d'autres, on a tendance à faire un clivage continu entre le maternel et le féminin. Ou bien c'est du maternel, ou bien c'est du féminin, puisque le féminin nécessairement est de l'ordre du sexuel, maternel est censé ne pas l'être. Donc j'ai insisté sur le fait que quand on parle de maternel, on parle toujours de féminin maternel. Ceci dit, j'ai trouvé chez Jacques André, un petit bouquin auquel je fais longue référence, qui s'appelle « Aux origines féminines de la sexualité ». Et Jacques André, lui, élabore par rapport au fait que l'enfant venant au monde est nécessairement effracté, il est laplanchien aussi, effracté par la rencontre avec l'adulte, dans sa sexualité, consciente et inconsciente, etc. Et donc, c'est comme ça que, quelque part, le féminin se creuse chez tout un chacun, que ce soit un homme ou que ce soit une femme. En vérité, quand j'ai trouvé son bouquin, Jacques André, je me suis dit qu'il allait parler un peu de la même chose que moi. Il ne parlait pas du tout de responsabilité, mais il parlait de la création du féminin dans l'être. Donc, je me suis retrouvée en situation, je me suis dit, ok, quand je parle en termes de responsabilité pour l'autre, d'éthique, à mon avis, parce que c'est comme ça que Lévinas définit l'éthique, pour lui l'éthique c'est la responsabilité pour l'autre, je fais allusion à du féminin maternel, mais qui est commun à tout un chacun, qu'on soit homme ou qu'on soit femme. Ok. Ensuite, j'ai fait un autre pas qui s'est exprimé et qui s'est révélé plus à moi au fur et à mesure que je travaillais et que j'écrivais. C'est-à-dire au départ, je me suis dit, ok, on va parler de la symétrie de la responsabilité pour l'autre, la symétrie de la séduction originaire, j'ai commencé comme ça, de la passion et de l'affect, etc., de l'analyste, ce dont on a parlé jusqu'à maintenant, mais je ne savais pas où j'allais aboutir. Et à ce moment-là, j'ai commencé à prendre conscience que finalement, j'étais en train de préciser les prémices d'un nouveau paradigme qui situerait l'origine de l'éthique à différencier de la loi dans le féminin maternel de chacun. Alors la question, comment ça se fabrique ça? Ou comment ça se fabrique? Qu'est-ce qui fait qu'on peut dire qu'il y a des prémices de capacité d'éthique chez chacun de nous? Comment ça se fait? Et alors j'ai réfléchi et je me suis dit, voilà, un enfant vient au monde, il rencontre paradigmatiquement une mère, mais il rencontre un père, il rencontre un environnement parental, un environnement adulte qui se doit de le prendre en charge. Maintenant, cet environnement adulte rencontre l'enfant et est déstabilisé face à la dépendance totale de ce petit. Donc, tout à l'heure on parlait de détresse, je pense qu'on a plus à faire avec qu'est-ce que c'est pour un adulte de rencontrer cette dépendance totale, à quoi ça le renvoie.
c'est ça qui le déstabilise en vérité, c'est cette dépendance. Il est tellement dépendant, il va falloir qu'il se consacre à lui, sinon il ne va pas vivre. C'est comme ça que ça fonctionne. Et donc il y a une espèce il y a un acte de violence, disons, qui est là dans la rencontre avec le tout petit, qui déstabilise l'environnement adulte. Et dans un deuxième temps, il y a l'idée d'une transformation de cette déstabilisation en position matricielle. Maintenant, mon idée est que quelque chose de cette violence et de cette déstabilisation passe dans la psyché du tout petit. Et que ça serait, si ça passe, il y en a des traces. Et c'est ce que j'appelle, plus tard, j'ai appelé le tiers matriciel. Il y a des traces qui sont là, et qui vont être finalement la base de la capacité ultérieure d'être un être éthique. Ça ne veut pas dire pour autant que nécessairement tout humain va devenir quelqu'un d'éthique. On sait les avatars, etc., etc. Mais ce que j'essaie de montrer, c'est qu'il y a des prémices à ce que, par exemple, Mélanie Klein a pu exprimer. Elle a parlé de la capacité, au moment de la position dépressive, il y a possibilité à ce moment-là de prise en compte de l'autre, etc. Winnicott a parlé de ça encore un peu plus tôt, c'est-à-dire quand il a parlé vers l'âge de 2 ans, quand l'enfant, après qu'il a utilisé sa mère, disons, et qu'il l'a attaquée, et qu'elle elle en est restée entière malgré tout, et qu'elle a pris sur elle la potentielle culpabilité du bébé, quelque chose se transforme dans le bébé, et c'est ça l'origine de la capacité d'éthique, ou de la capacité morale, ou de concerne, il appelle ça Winnicott. Et mon idée est que c'est encore bien plus premier que ça, et que ça se passe au même moment où il y a la rencontre avec l'adulte, encore une fois. Il est à la fois séductif, émetteur de messages énigmatiques, l'adulte, mais il est aussi émetteur de messages que j'ai appelés énigmétiques, oui. Qui passent et qui sont aussi l'effet, encore une fois, de cette violence dans cette rencontre. Voilà, quelque chose comme ça. Alors ça, c'est quelque chose encore qui doit être plus élaboré, parce que ça reste premier, comme ça, mais je pense que c'est important, et je pense qu'il y a aussi autre chose que je voudrais souligner, c'est ce qui m'a été important aussi de préciser, c'est que je ne suis pas du tout d'accord avec l'idée d'une capacité maternelle de dévotion première qui serait de type instinctuel, essentialiste, à laquelle on revient de loin en loin, tout le temps ça revient. Et alors que Laplanche lui-même a pu dire ça, et j'ai vraiment repris ça sur moi, c'est que ce qui pour des animaux est extrêmement automatique et facile, comme de reproduire, comme pour une chatte de s'occuper de ses petits pendant 1 mois, et puis ensuite d'ailleurs de les jeter, parce que ça fonctionne instinctuellement, ce qui est de l'ordre de l'instinct évident chez la plupart des animaux, chez l'humain, chez l'animal humain, c'est beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire, pour pouvoir mettre au monde des enfants, ça passe par le désir. Tout ce qui est de l'ordre tellement évident chez l'animal est beaucoup plus complexe chez l'humain. Et de la même manière, je pense qu'il y a quelque chose dans la capacité de responsabilité par rapport à un enfant et tout, qui n'a rien à voir avec une dévotion première, instinctuelle, même si c'est vrai, quand la femme accouche, et alors pendant 2-3 semaines, il y a des effets de l'ocytocine qui fait son travail, qui adoucit un peu, chez certaines, d'ailleurs chez d'autres pas du tout. Et de toute façon, il y a une relève qui doit être faite, qui est de l'ordre de l'humanité de cette même femme, ou du père, et de tous les gens qui sont autour, qui est tout à fait d'un autre ordre. Justement, parlant c'est pas si simple que ça, cette capacité de responsabilité pour l'autre, cette capacité maternelle, disons-le comme ça, parce que ça me fait penser qu'est-ce qui advient de Liliana Bensour qui parle du maternel sauvage et civilisé. Qu'est-ce qui advient de cette autre part, cette autre face du maternel dans cette perspective de capacité de responsabilité pour l'autre? Quand je dis que dans la rencontre avec le petit, dans la rencontre avec l'analysant, il y a quelque chose de violent qui se passe, je fais aussi allusion au fait qu'il y a quelque chose dans cette rencontre qui peut provoquer chez l'humain, chez l'adulte,
un désir de rejet très fort, une haine potentielle, un désir de tuer l'enfant, un désir de... On voit ça en situation psychotique, on voit ça en situation de femmes qui ont des idées absolument infanticides après l'accouchement. Toute cette pulsionalité, elle existe, elle est là, et elle est là dès le départ, et elle est là dans la rencontre première. Ceci étant, il y a, quand les choses se passent bien, un travail de transformation qui se fait, qui permet de dépasser cette pulsionalité. Donc je ne viens pas dire que tout est doux et tout est gentil. Et encore une fois, je veux aussi insister sur le fait que, encore une fois, il y a des fois une mauvaise compréhension de la pensée lévinassienne qu'on comprend comme sollicitude, donneur de soins. C'est pas de ça qu'il s'agit, c'est quelque chose de beaucoup plus violent que ça. Et il dit carrément, il dit dans la rencontre à l'autre, il y a quelque chose qui se passe qui est de l'ordre d'un tu ne tueras pas. Mais pour pouvoir dire tu ne tueras pas, ça veut dire qu'il y a une possibilité de le tuer aussi. Et cette idée-là est là derrière. Et il y a un interdit, tu ne tueras pas. Tout ça, c'est impliqué dans l'idée de responsabilité pour l'autre. Donc on n'est pas dans une ambiance de une maman douce et gentille, etc. Non. C'est-à-dire, ça prend, oui, en compte, disons, le maternel lilithien ou la femme lilith, éventuellement qui fait tellement peur aux hommes, ou qui a fait peur à Freud, etc. On a affaire avec tout ça en même temps. Bon, je rejoins là quelque chose aussi dont Kristeva parle. Kristeva, aujourd'hui, elle parle de la reliance. Elle parle de l'érotique maternelle. Et elle a parlé aussi, maintenant elle commence à parler aussi de l'éthique de l'érotique maternelle. On a travaillé un peu ensemble. Elle ne s'occupait pas d'éthique à l'époque, mais elle s'y est mise. Et encore une fois, je pense qu'on touche à quelque chose de commun, disons. Et qui a à voir chez elle parle en termes de sublimation. C'est une capacité sublimative de la mère qui arrive à dépasser sa pulsionalité, etc. Mais elle reste encore une fois très occupée avec la mère comme mère. Alors qu'encore une fois, chez moi, je pense que c'est pas que de l'ordre de la mère. C'est aussi bien de l'ordre du père. Voilà, c'est pas spécifique. Pour ça que j'ai un peu de mal, je dis féminin maternel, mais ne pas croire qu'il s'agit que des mamans. Il ne s'agit pas que des mamans, du tout. Du tout. C'est un peu confondant, mais voilà. Donc vous parlez du tiers matriciel. Ouais. Ça m'amène à poser la question du paternel, Ouais. du tiers paternel. Vous avez commencé avec votre expérience personnelle, mais où est-ce qu'on situe le paternel avec le tiers matriciel? Je vais vous dire ce qui s'est Et passé. peut-être la transmission. Et la transmission. J'aimerais ça aller jusqu'à la transmission. Bon, alors peut-être vous faites allusion à mon article là, sur la horde et sur la... Parce qu'il y a eu une rencontre du CPLF, là, qui sur la dernière fois, c'était, Oui. sur la question sur Totem et Tabou et sur Moïse et le monothéisme, et la question de la transmission, justement. Et à travailler et Totem et Tabou et Moïse et le monothéisme, je me suis rendu compte que Freud, d'une manière systématique, mettait de côté tout ce qui avait à faire avec le maternel féminin. N'existe pas. Alors, on trouve dans Totem et Tabou une discussion de Freud avec Atkinson, qui est un historien de l'époque, auquel Freud se réfère, et Atkinson lui dit, pour que quelque chose puisse se passer et que les fils finalement renoncent à tuer le père et qu'on rentre dans un monde plus organisé, plus civilisé, etc., il faut une intervention maternelle. Et alors, il dit ça, il faut une femme, il y avait une femme certainement là-dedans, dit Atkinson. Et Freud dit, Atkinson n'est pas psychanalyste, donc il ne sait pas que ça ne marche pas comme ça. Voilà. Alors j'ai repris ça, première preuve. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'au même moment où Freud écrit Totem et Tabou, on est, je crois, enfin, il ne faut pas que je me trompe, je sais qu'il a écrit La sexualité féminine en 1931, oui. Et dans La sexualité féminine, là-bas, il écrit, il n'est pas question de penser qu'un enfant peut vouloir dévorer un père. Tout ce qu'il peut avoir envie de dévorer, c'est une mère. Et que s'il y a une dévoration fantasmatique de père, c'est évidemment un déplacement du désir de dévorer la mère. En vérité, à la même époque, Klein parle de la même chose, etc. C'est en 1931.
voilà, c'est ça. Quand il écrit ensuite Moïse et le monothéisme, on est en 39 si je ne me trompe pas, il a oublié ce qu'il a écrit apparemment à l'époque et il reprend toute l'histoire de Totem Vetabou, toute l'histoire de la dévoration du Père, etc. Et il a oublié cet aspect-là. Alors, je me dis, qu'est-ce qui s'est passé? Après ça, à part Totem et Tabou, je reprends donc Moïse et le monothéisme, et dans Moïse et le monothéisme, je vois que Freud, qui donc suppose l'idée d'un premier Moïse tué, puis d'un deuxième Moïse, etc., met de côté rapidement les conditions dans lesquelles Moïse est venu au monde. Or, Moïse est venu au monde, et Freud connaissait très très bien la Bible. Hein. Moïse, il dit, chez tous les grands hommes, il y a toujours une histoire derrière, du genre, il est sorti des eaux, etc. Alors il jette ça de côté. Or, si on regarde ce qui a marqué dans la Bible, Moïse vient au monde parce que la sœur de Moïse incite les parents à faire des enfants, alors qu'en ce moment, c'était un moment critique, puisqu'on mettait à mort tous les premiers-nés, etc. Alors, il y a la sœur, une femme, donc, qui intervient pour qu'il y ait un enfant qui vienne au monde. L'enfant vient au monde, la mère prend Moïse, le met dans son berceau, l'envoie sur le ruisseau, enfin, sur le fleuve. Il est récupéré par une autre femme, qui est la fille de Pharaon, qui va le prendre en charge, et qui, le Midrash raconte, que pendant 3 ans, elle va amener le Moïse en question, le petit Moïse, à être allaité, elle va l'amener à être allaité par sa propre mère. Sa mère qui sait d'avance qu'elle aura séparé de ce garçon. Donc il y a une position, on a Myriam, on a la mère, elle s'appelle Yochevet, et il y a la fille de Pharaon. On a 3 femmes qui permettent la mise en vie et la continuité de ce même Moïse. Freud a complètement gommé tout cet aspect-là. Or, on peut voir à travers ces 3 femmes quelque chose qui est, en tout cas de la part de la mère de Moïse, telle qu'elle est rapportée dans le Midrash, une position de responsabilité totale. C'est-à-dire, elle allait son enfant, sachant qu'elle ne le possédera jamais. C'est la fille de Pharaon qui va devoir le faire grandir. Alors, à partir de tous ces gommages-là, je me suis questionnée sur cette trace-là, dite tiers matricielle, encore une fois, qui a été complètement gommée chez Freud, et que, comment dire, le rapport sur lequel on travaillait à l'époque dans le CPLF s'est intéressé à la question du principe paternel. Comment on arrive au principe paternel, à la capacité de donner une place au père, etc., etc. Et ce que j'ai proposé, c'est que pour pouvoir arriver à l'idée d'un principe paternel, il faut d'abord passer par un tiers qu'on a oublié, qui était le tiers matriciel. Sinon, on n'arrivera pas à il y aura pas de possibilité qu'une position paternelle de type loi, disons, prenne acte. Il faut pour ça un terrain. Et ce terrain, à mon avis, fait partie du matriciel, fait partie de l'éthique, et fait partie de tout ce féminin maternel qui existe, encore une fois, chez tout adulte au départ de la vie. C'est-à-dire que l'idée du principe paternel vient dans un deuxième temps. Voilà. Je ne l'exclus pas, encore une fois. Et tout ça, ça touche à la question de la différence entre qu'est-ce qui est de l'ordre de la loi et qu'est-ce qui est de l'ordre de l'éthique. Quand on parle en termes de loi, on parle en termes de justice, on parle en termes de droit. Quand on parle en termes d'éthique, on parle en termes de dilemme, en termes de questionnement. C'est avec ça qu'on a affaire. Freud s'est peu intéressé à l'éthique comme telle. J'en parle dans mon bouquin. Quand il parlait éthique, il dit ça va de soi. Ou éthique, il dit c'est quelque chose de narcissique, se croire le mieux qu'on soit, etc. Il ne s'est pas intéressé à la question. Parce qu'en fait, à mon avis, il était centré sur la question de la culpabilité et que toute la question de la responsabilité n'a pas trouvé de place. Et je pense introduire l'idée de responsabilité comme un concept qui soit aussi un concept de l'ordre de notre réflexion psychanalytique me paraît super important.
Et là, je reviens à ce que je disais au tout départ, parce que Françoise Dolto, d'une manière très simple, a écrit une fois, il n'y a rien comme la culpabilité pour nous déresponsabiliser. Et en fait, alors, je me rappelle cette phrase-là, elle m'avait beaucoup, beaucoup touchée. Peut-être vous demander de comment penser en ce moment la question de cette période. Dans votre livre, vous parlez des nouvelles technologies. D'abord, vous situez l'humanité comme étant à la fois effractée, affectée par ce qui s'est passé à la Shoah. Vous situez bien l'humanité effractée et déstabilisée aujourd'hui par toutes ces nouvelles technologies. Vous parlez à un moment donné dans votre livre aussi de la procréation assistée. Comment penser ces choses-là, au-delà de la question du droit? Vous dites dans votre livre, on inscrit l'enfant dans un registre pour éviter des métissages. Justement, avec ces nouvelles technologies où on a décidé qu'il y a des modalités du mourir, des modalités du naître, la parole aussi avec Internet, avec les réseaux sociaux est une parole des fois instantanée, des fois sans temporalité, sans adresse. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de cet écart entre ce qu'on est en train de discuter, la responsabilité pour l'autre, qui est fondamentale, et on est rendu très loin au quotidien, dans l'actualité? Je vous pose la question. Je vais vous dire. Mon hypothèse, elle est comme ça. On est dans un monde qui est un monde traumatisé, et évidemment post-traumatique, disons comme ça. Je parle du monde occidental en tous les cas. Je pense que de près ou de loin, tout ce monde a été touché d'une manière violente par la Shoah. C'est mon hypothèse. Et qu'il s'est passé pendant toute cette période nazie des choses qui ne s'étaient jamais passées, de l'ordre d'un pervers innommable, qui a secoué complètement l'humanité occidentale, à mon avis. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, qu'on le sache ou qu'on ne le sache pas, qu'on le refoule ou qu'on ne le refoule pas. Il y a quelque chose dans cette technologie, ce côté technocrate justement, qui est une espèce d'actualisation de quelque chose qui, à mon avis, est de l'ordre du pervers, où tout y va, il n'y a pas de respect de l'humain, il y a une espèce de continuité de ce qui a pu s'exercer à l'époque, où le sujet humain avait disparu, où il n'y avait plus de respect de rien, où on a pu exercer sa pulsionalité sadique en veux-tu, en voilà, etc. Ce qui se passe dans la société actuelle, c'est une espèce de mise en acte continue de ces effets pervers. Je vois ça comme ça. Il y a quelque chose d'un côté, une recherche de communication, sans aucune communication, une recherche l'idée qu'on va mourir demain, donc il faut beaucoup avoir de plaisir et rapide. Il y a une peur violente, je crois, de la mort, continue comme ça. Donc il faut en prendre, il faut faire tout ce qu'on peut, il faut utiliser toutes ses ressources affectives, il faut avoir le maximum de plaisir possible, etc., etc. Il y a aussi il y a de la mort au fond, il y a une peur de la mort terrible. Bon, maintenant, il y a quand même des choses qui ont évolué, comme par exemple, qui évoluent difficilement, mais qui évoluent quand même, comme le statut par exemple des femmes par rapport aux hommes, doucement ça évolue, parce que c'est tout le temps récupéré. Bon. Et vous vouliez parler de la question des procréations assistées, parce que j'y fais un petit peu allusion. Comment dire ?
le fait que je parle aussi en particulier des couples homosexuels et qui font des enfants. Alors, ce que j'ai pu observer, ce que j'observe moi-même, c'est que quand toute la problématique homosexualité, hétérosexualité, bon, aujourd'hui c'est beaucoup plus ouvert, il n'y a pas de question là-dessus. On sait que mieux, qu'en vérité chacun de nous fonctionne sur une espèce de, comment dire, si on prend une espèce de règle comme ça, alors il y a des individus qui sont tout à fait hétérosexuels, des individus qui sont tout à fait homosexuels, et puis il y a tout un glissement, il y a des gens qui sont plus ou moins, en vérité c'est de ça qu'il s'agit. C'est pas, ok. Si on regarde les choses de cette manière-là, je pense que ça nous donne quand même la possibilité d'un regard plus ouvert, plus acceptant et plus tolérant au fait qu'il y a des couples homosexuels, il y a des couples hétérosexuels, là c'est d'une manière générale. Maintenant, le fait de faire des enfants dans des conditions qui ne sont pas classiques, disons, la question c'est ensuite comment on va les élever et d'où provient ce désir et comment ce désir se transforme en capacité d'élever ces enfants. Je crois que c'est ça l'essentiel de l'histoire. On peut trouver aujourd'hui des couples homosexuels en Israël, en tous les cas, des hommes, ils fonctionnent en général comme parents avec un couple de femmes et ils mettent au monde des enfants comme ça. Ils mettent au monde des enfants comme ça et ils les éduquent et ils les élèvent de cette manière-là. Ceux qui arrivent à fonctionner comme ça font des enfants qui sont bien équilibrés. Des enfants qui reçoivent un maximum, avec la conscience chez tous les partenaires que c'est important pour chacun de savoir qu'il y a un papa d'origine, il y a une maman d'origine, et que finalement ces enfants, entre parenthèses, on le voit aujourd'hui, peuvent tout à fait être ensuite des humains qui vont chercher à avoir des relations ou hétérosexuelles ou homosexuelles, mais pas nécessairement homosexuelles, en général plutôt hétérosexuelles. Et ce que j'essaye de dire, c'est que si quelque chose de cette séduction naturelle et originaire est là, mais d'une manière, encore une fois, éthique suffisamment, avec toute cette responsabilité. Et c'est très souvent ce qu'on voit. On a souvent des couples de cet ordre-là qui sont extrêmement engagés et investis par rapport à leurs gosses et ça donne des résultats tout à fait importants. Alors oui, ça vient questionner un certain nombre de positionnements, disons, qu'on a toujours eu, où l'essentiel c'est d'avoir un homme et une femme qui font des enfants, etc. Peut-être que l'essentiel c'est que ces enfants sachent qu'il y a un couple qui s'apprécie l'un l'autre et qui se désire l'un l'autre, duquel il est retiré, c'est-à-dire que le désir sexuel adulte passera pas par l'enfant, passera par les deux membres du couple, et qu'il soit en même temps élevé, encore une fois, dans des conditions qui le prennent en considération comme sujet, et ça peut donner des résultats tout à fait positifs, c'est ce qu'on peut voir. Alors ça questionne sur plein de choses, mais par exemple, aussi autre chose, il y a par exemple chez les homosexuels, les hommes en particulier, il y a une tendance à une espèce de culture homosexuelle où c'est normal d'aller avec un gars et puis avec un autre et puis avec un autre, une espèce de promiscuité formidable. Ces hommes-là, si finalement au bout d'un moment ils sont fatigués de ça, arrivent en analyse, finalement arrivent à transformer tout ça et avoir une relation stable avec un partenaire et envisager éventuellement de fonder des familles, etc. On a à ce moment-là des parents potentiels tout à fait bien et tout à fait... Donc ça aussi, il faut prendre en considération. Alors c'est vrai que les choses se transforment et on peut dire que le fait qu'aujourd'hui il y a plus d'homosexualité patente qu'il y avait avant, c'est aussi un effet d'amollissement moral, disons, mais moi je ne suis pas de cet avis. C'est-à-dire à partir du moment où on a affaire avec des personnes qui, par exemple, dans le cadre d'une analyse, font leur deuil de leur hétérosexualité. Je pense que c'est ça notre boulot, par exemple, hein, quand les homosexuels ou des femmes qui sont hommes ou femmes viennent faire un travail, le travail à faire est de faire un deuil de leur hétérosexualité,
pas de faire comme si qu'il n'y avait pas, parce qu'en général, il y a toujours une tendance qui existe aussi. Je pense d'ailleurs que le même travail, on a à faire avec les hétérosexuels qui viennent chez nous en analyse. Ils doivent faire leur deuil de leur homosexualité. Voilà, je vois ça c'est par rapport à l'homosexualité, comment je vois les choses. Je voudrais revenir peut-être à la situation analytique. Ouais. La question de l'écoute affectée, la présence affectée, et vous utilisez le concept de Lévinas, ou non concept, les caresses, les visages. Caresses, pas les caresses, la caresse. D'accord. Alors justement, caresses, visages sont quand même des concepts où la psychanalyse classique nous a quand même tenus à l'écart, mis en garde. Il fallait parler de neutralité bienveillante, et on peut voir caresses et visages un peu en opposition. Où est leur place dans la lutte? Que diriez-vous à ce sujet, disons? D'abord, visage. Le terme visage utilisé par Lévinas, c'est la traduction du mot panim. Panim, c'est les visages. Maintenant, panim, chez Lévinas, c'est Pnei Elohim, c'est le visage de Dieu. Pnei Elohim, Dieu n'a pas de visage. Donc il y a un paradoxe inhérent à cette idée de visage. Pnei Elohim, c'est le fait que Dieu fait face. Il fait face à Moïse, il s'adresse. Il n'a pas de visage. Donc c'est un visage sans visage. Le visage de Lévinas, c'est pas ni les yeux, ni le nez, ni la bouche, ni l'allure du visage, pas du tout. Il peut parler de visage de l'autre, alors qu'il a affaire avec le dos de l'autre, avec l'extériorité de l'autre. Le visage, c'est ce qui, dans l'être humain, a quelque chose à faire avec le transcendantal, c'est de ça qu'il s'agit, c'est ça visage. Donc il faut penser à ça. Peut-être on va revenir au transcendantal, parce que c'est peut-être un problème aussi pour les psychanalystes, alors on va revenir là-dessus. Et l'idée de caresse, c'est, encore une fois, le terme a affaire avec de la volupté. En même temps, ce que fait Lévinas, c'est il utilise ce terme pour parler d'une approche qui est en caresse, en douceur, dans une présence qui n'est jamais en emprise, qui n'est pas dans le maintenant, et qui est dans une proximité, comme il appelle ça, à partir d'une position de vulnérabilité, c'est-à-dire c'est en douceur, c'est pas en tendresse, c'est en douceur, c'est jamais en touchant vraiment, mais ça c'est de l'ordre de la consolation. Il dit c'est la caresse, l'approche caresse ne permet pas à la douleur de s'effacer. Il ne s'agit pas de réparer, mais il s'agit d'être avec et de permettre une certaine ouverture, une certaine fenêtre, parce que nous savons, nous analystes, qu'en situation de douleur violente, il n'y a plus de futur, tout est dans le présent, et c'est l'idée d'un présent qui n'en finira jamais, alors que l'idée de caresse vient dire qu'il y a un début, il y a une fin, il y a un temps, il y a une temporalité qui se présente à travers la présence de l'autre, qui permet, encore une fois, une ouverture sur autre chose. C'est ça l'idée de caresse. Maintenant, c'est vrai qu'il y a chez Lévinas, on pourrait dire une certaine ambiguïté, puisqu'il utilise des termes, ça on voit beaucoup dans le livre de Totalité Infinie, il parle de la femme, il parle de la maison, il parle de toutes sortes de choses. On entend, et la caresse en particulier, ça dégage sur l'idée d'une sexualité infantile, etc. Et on entend les termes qu'il utilise, quoi. Donc c'est évocateur pour nous, d'un côté. D'un autre côté, Lévinas, consciemment, n'a rien à voir avec le sexuel, c'est pas ce qui l'intéresse. Ok. Je pense que justement, il y a quelque chose qui n'était pas conscient chez lui, qui fait passer, et qui justement nous parle. Nous qui pensons qu'il y a du sexuel infantile qui passe de toute façon. Alors il y a une espèce il y a dans les termes qu'il utilise, quelque chose qui est de cet ordre-là, et alors on peut dire, ça touche à la séduction originaire, on peut dire, mais Laplanche, par exemple, a fait une distinction très claire en disant que si la situation analytique incite une réactualisation de la séduction originaire,
c'est la seule séduction avec laquelle on a affaire en situation analytique. Toute autre sorte de séduction serait de l'ordre du pervers et de la perversion de la pratique. C'est ça qu'il écrit. Il ne faut pas confondre la séduction originaire, je reviens un peu là-dessus, avec par exemple la séduction qu'il appelle précoce, la planche, qui en fait c'est maman, papa prennent les petits, les caressent, les embrassent, et comme ça leur apprennent à aimer. Mais ce n'est pas notre boulot comme analyste, bien évidemment. La seule séduction dont on parle, c'est cette séduction qui est l'effet de cette espèce d'énigmatique qui est malgré tout évoquée, dont on n'a pas beaucoup parlé d'ailleurs, mais qui est évoquée quand on propose une analyse, dans la relation analytique, dans cette situation où l'analyse ne va jamais vraiment se dévoiler, jamais, et qu'il y a quelque chose d'énigmatique qui est là moteur. Et tout ça. Donc ça favorise ce transfert de séduction originaire. Mais c'est tout. Donc il ne faut pas le mélanger. Et c'est au moment de l'offre. Alors, au moment de l'offre, ça se sent très fort. Voilà, okay. Voilà. Ça se sent également, j'en ai parlé tout à l'heure un petit peu, dans les moments en situation de setting, de situation qui est un peu qui est mouvementée. J'ai amené un exemple dans le livre là, où la patiente, on avait fait repeindre les portes de mon cabinet, et une patiente que j'avais en analyse à la même époque se rend compte qu'il y a des odeurs qui n'existaient pas à l'époque, avant que je commence avec cette réflexion de peinture, et ce que ça a suscité chez elle. C'est-à-dire le setting était plus le même, il y avait une autre odeur, c'était quelque chose de très premier, ça a déclenché chez elle une espèce de transfert de séduction traumatique justement. Et puis on a pu élaborer ça, etc. Donc il y a des moments, ou même des moments de séparation par exemple, des moments où l'analyse va en vacances, où il est malade, ou toutes sortes de situations comme ça, où ces éléments-là ressortent d'une manière très forte comme ça. Alors, on peut voir ça dans ces moments. Et je pense que c'est voir l'aspect, qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce qui est engendré du fait qu'un analyste prend ses vacances, ou il n'est plus là, et entendre ça au niveau qu'est-ce qui est le côté, encore une fois, séductif dans l'histoire, parce que je ne vais pas te voir demain, je te verrai que dans 2 jours, ou je vais vous donner une séance à la place. Est-ce qu'une séance à la place, c'est vraiment une séance à la place? Il n'y a jamais de séance à la place. Alors pourquoi il m'a donné cette séance et pourquoi il ne me l'a pas donnée, etc. Qu'est-ce qu'il veut de moi? C'est ça la question. Qu'est-ce qu'il veut de moi? Qu'est-ce qu'il veut de moi? Qu'est-ce qu'il cherche? Qu'est-ce qu'il veut de moi? Et j'en parle un petit peu. Pourquoi il veut être mon analyste? Qu'est-ce qu'il y cherche? Qu'est-ce qu'il y trouve? Il fait ça pourquoi? Il m'aime? Non, c'est pas possible. C'est pour l'argent? Qu'est-ce qu'il veut? Donc ça, c'est là, c'est tout le temps là. Quoi. C'est tout le temps là. C'est tout le temps là, ça active, c'est un moteur continuellement. Un moteur et en même temps, comment rester là? Vous parlez du MACOM, du lieu, le lieu le tiers matriciel est comme un lieu, rester là pour écouter de façon affectée. Voilà. Ces questions-là, qu'est-ce qu'il veut de moi? Qu'est-ce qu'il veut de moi? Et d'un côté, le MACOM, ça c'est intéressant oui. aussi. Je dis un MACOM, en hébreu, MACOM, c'est le lieu. C'est le lieu, mais c'est aussi le temps. Parce que quand on parle de Dieu, on parle de Makom, Amakom, le lieu-temps. Le lieu-temps qui n'est pas un temps, c'est-à-dire un temps, le nom de Dieu en hébreu, c'est présent, futur, ce qu'on traduit en français par Yahvé, en fait ça veut dire celui qui a été, celui qui est, celui qui sera. C'est très intéressant parce que cette espèce de condensation du temps, qui est ce qui a été, ce qui est, ce qui sera. C'est comme ça que je crois que c'est Scarfone dans le rapport d'aujourd'hui, là, qui parle il a une question par rapport à la temporalité ou l'intemporalité dans l'inconscient. Il parle de l'impassé. Mais Freud a dit qu'il n'y a pas de temporalité dans l'inconscient. Or, peut-être ce qui est plus juste de dire, c'est que dans l'inconscient, il y a du passé, du présent et du futur, et tout ça se combine en même temps. C'est pas qu'il n'y a pas de temps, mais c'est un temps autre. Or, étrangement, l'idée de Dieu ou le concept de Dieu dans le judaïsme, c'est du même ordre.
Donc, ça correspondrait à l'inconscient, entre guillemets. C'est une espèce de temporalité atemporelle, etc. L'idée de MACOM analytique, ça serait un lieu, espace et temps, où on a affaire avec de l'inconscient. Et encore une fois, si je reprends l'idée qu'il y a dans la rencontre avec l'autre, quelque chose qui est de l'ordre d'une transcendance, au sens où on rencontre de l'humain, et un humain créé comme nous-mêmes, on ne sait où, mais avec toute cette espèce de surprise et d'étonnement infini de comment on est au monde, etc. Il y a quelque chose de cet ordre-là qui se passe. Alors, encore une fois, on peut parler en termes d'idée de Dieu qui passe par le visage de l'autre, qui passe par la rencontre à l'autre, et l'idée d'un MACOM analytique, ce serait un lieu qui est imbué de cette transcendance quelque part. Voilà, il y a tout ça mélangé là-dedans. C'est encore une fois, j'ai commencé à introduire cette idée de MACOM analytique. En principe, je devrais le développer aussi pour le CPLF, un de ces jours en Israël. C'est vrai. Il est possible qu'il y ait une réunion de cet ordre-là, donc on verra. En tout cas, c'est très intéressant. Vous êtes préoccupé et vraiment, vous nous donnez beaucoup à penser, surtout sur le processus psychanalytique, encore plus que sur le processus psychique. Oui. On est souvent préoccupé par le processus psychique, puis ça, on a beaucoup travaillé, écrit là-dessus, mais le processus psychanalytique comme tel, d'ailleurs, vous disiez, vous croyez qu'il n'y avait plus rien à dire là-dessus, mais il y en a, on a tellement pas élaboré, et particulièrement la question de l'affect. Vous dites d'ailleurs à un moment donné, c'est le ferment de la psychanalyse, l'écoute affectée, la parole affectée. Pour moi, c'est fondamental ce que vous nous apportez en ce moment. Je ne sais pas si vous avez d'autres choses. Il y a bien d'autres choses qu'on pourrait discuter. Il y avait la question de la transmission, mais peut-être que là je relance un peu. Oui, la question de la transmission, par exemple, il y a l'idée que la transmission se passerait, encore une fois, traditionnellement, même dans le judaïsme, c'est comme ça, la transmission passerait par l'homme, par le père. Alors que je pense que la transmission, elle se passe tout autant par le père que par la mère, et que elle passe par, encore une fois, compte tenu des identifications, et encore une fois, dans le cas dont je parlais en ce qui concernait mon propre père, c'était comment il s'identifiait à sa mère, il a transmis quelque chose qui avait à faire avec du maternel, et qu'il a complètement internalisé, et qu'il a passé à là, etc. Je pense que la transmission, je pense qu'elle n'est pas, gender, comme ça, c'est pas... Vous dites c'est pas une lignée. C'est pas lié au sexe, c'est pas lié au genre, et elle est liée à l'emprise affective de personnes qui sont signifiants chez l'humain depuis de 7 ans d'enfance et tout le long de sa vie. C'est comme ça que la transmission se fabrique, comme ça. Vous amenez une image qui me parle beaucoup, hélicoïde, vous dites. Oui, l'hélicoïde. Parce que ce qui est intéressant, parce que je me suis dit, on parle de lignée. La lignée, c'est linéaire. Si je parle en termes d'hélicoïde, alors ça a l'air un petit peu comme un passage du DNA, mais en vérité, je ne parle pas en termes de DNA. Donc c'est juste une métaphore. Tout à fait, intéressant, qui ramène le paternel et le maternel. Et en spirale, etc. Exactement. Et qui est influençant autant les garçons que les filles, et de génération en génération, comme ça, avec des passages, etc. Voilà. Et peut-être je peux vous dire encore un tout petit mot, c'est, je ne sais pas si vous l'avez lu. Oui, vous m'avez dit que le premier article que vous avez lu, c'était Oedipe meurtri. Oui. Alors je peux dire 2 mots là-dessus. Ça m'a amusé comme ça. On travaillait sur le trauma et l'Oedipe, le rapport entre le trauma et les organisations oedipales. Et dans quel cas l'organisation oedipale elle est organisatrice, et dans quel cas l'organisation oedipale elle est désorganisatrice. Et ça a à voir, en tout cas ce sont les hypothèses de Thierry Bokanowski, que ça a à voir avec les éléments traumatiques ou non traumatiques du début de la vie, qui font qu'ensuite l'organisation oedipale va être éventuellement ou organisatrice ou désorganisatrice. Et à l'occasion de cette discussion avec Thierry, comme j'étais occupée par les anamnèses et les débuts de vie, comme ça, je me suis intéressée à l'anamnèse d'Oedipe. Or, Oedipe, tout le monde connaît son histoire,
Il est né de Laios et de Jocaste, sauvé grâce à un berger ou un serviteur qui, au lieu de le mettre à mort, le sauve, le passe à un autre serviteur et l'enfant est amené chez, comment il s'appelle, le couple royal. J'ai perdu le nom de là, j'ai pas le nom, c'est pas bien, il faudra couper. Ok, et ce que je me suis dit, c'est qu'on avait une représentation de 3 niveaux qui existent chez tout parent. C'est-à-dire, le premier niveau, c'est le niveau pulsionnel. En vérité, Laios veut tuer son fils. Donc pour moi, l'idée de qui c'est le premier qui a envie de tuer, c'est pas l'enfant, c'est le papa. Ensuite, il y a la mère qui a envie de son fils d'une manière incestueuse. Donc on a et désir d'inceste, et désir et pulsionnalité agressive, etc., mélangés, qui commencent par les parents et qui donc passent aux enfants. C'est dans un premier temps. Alors c'est ça, premier élément. Deuxième élément, ce que représentent les passeurs, qui sont les 2 serviteurs, c'est le côté de responsabilité à l'autre, voilà. Et pour l'autre qui finalement ne peut absolument pas tuer ce gosse et le garde en vie. Et puis ensuite, le couple des parents adoptifs correspond à un narcissisme de vie de bonne aloi. Ils désiraient un enfant, ils ne pouvaient pas le mettre au monde, ils ont donc adopté cet enfant et ils l'ont fait grandir avec une responsabilité formidable, mais il est venu satisfaire aussi leur désir d'enfant. Donc on a ces 3 éléments-là combinés, j'ai trouvé que c'était pas mal. C'est tout à fait intéressant, le passeur d'ailleurs. On voit très bien le tiers matriciel opérer là. Voilà, exactement. Exactement. Plutôt que de le mener à la mort, il l'amène à la vie. Il l'amène à la vie, on transforme tout ce qui est pulsionnel de mort du côté de la vie. Absolument. Ce qui n'empêche pas finalement d'Oedipe de terminer comme il a terminé, c'est le drame raconte, mais encore une fois, c'est peut-être la différence entre ce qui reste à un niveau purement mythique, si les parents ont tous ces fantasmes, etc. dans la tête, et puis il se passe les autres aspects aussi. Dans le cas de la tragédie sophocléenne, ça se passe vraiment. À ce moment-là, on est dans l'ordre du vrai trauma, avec toutes ses implications. Un Oedipe qui n'a pas pu passer son Oedipe, il a dû faire tout ce qu'il a dû faire. C'est vraiment un exemple de qu'est-ce que crée le trauma et comment ça ne permet pas d'être organisationnel finalement. C'est l'exemple. Ouais. Ça va. Alors voilà, peut-être que... Ça ira, oui. Alors, docteur Chetrit-Vatin, c'était vraiment un grand plaisir. Pour moi aussi, je vous remercie beaucoup. J'ai bien hâte de voir le travail qui continue. J'ai l'impression que vous êtes parti sur plusieurs pistes. Alors on va vous suivre avec grand plaisir et grand intérêt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.